le sujet concret de la citoyenneté économique dans les structures de l'éducation populaire. Pour ça, j'ai le plaisir d'appeler à me rejoindre Fatima Bellaredj, directrice générale de la CGSCOP, et Benoît Hamon, CEO de Singa France, qui est arrivé. Merci à vous de nous rejoindre. Alors juste pour... Oui, parfait. Ici ou là, vous êtes chez vous. Bien sûr. Eh bien, viens-y. Tu es bien. Merci. Alors, on va avoir plusieurs phases dans cette séquence sur la citoyenneté économique dans les structures, avec d'abord une phase d'introduction, d'ouverture, avec Benoît Hamon et Fatima Bellaredj, et qui sera suivie, David, par un travail en atelier, peut-être de coproduction, co-inspiration, ou alors 3 ateliers. On vous redonnera le dispatch tout à l'heure. Et sans plus tarder, les micros. Voilà, j'en ai un que je vous donne, chère Fatima. Fatima, vous avez travaillé avec Benoît Hamon, on va le faire circuler, voilà. Vous avez travaillé avec Benoît Hamon sur la citoyenneté économique des SCOP. Pourquoi lancer ce travail ? D'abord, de quelle citoyenneté on parle ? Alors, pourquoi lancer ce travail ? Tout simplement parce qu'on s'interrogeait sur les défis sociétaux et environnementaux. C'était juste avant la crise sanitaire. Et voilà, on avait recroisé le chemin de Benoît, qui nous avait fait le plaisir, en fait, de venir partager un temps avec nous, avec quelques administrateurs, des adhérents, etc. Et puis, il a fait ressortir, en tout cas, nos qualités. Ça nous a bien plu. Et notamment, je crois que c'est toi la première fois qui a parlé de citoyenneté économique. Ça a fait très vite écho. Alors, ce qui est étonnant, c'est que quand on dit citoyenneté économique, sans l'avoir définie, ça parlait à tout le monde. C'est-à-dire que juste après ce temps d'échange, on s'est dit, mais en fait, oui, on a du mal en fait à dire ce qu'on a envie de faire passer comme idée majeure. Et citoyenneté économique, ça parlait à tout le monde. Et je peux vous assurer que derrière, il devait y avoir à peu près 10 000 définitions différentes. Mais globalement, ce qu'il fallait retenir, c'est que derrière, il y avait le mot économie. Alors, je sais que dans l'économie sociale, on en parle beaucoup. On fait partie de cette économie. Et ce qu'on avait envie de faire ressortir, c'est que c'était une économie autrement. Et donc, on a changé un peu les mots, on les a fait évoluer. Et ce qui nous paraissait extrêmement important, c'est toutes les valeurs qu'on y met. Et celle de la citoyenneté est vraiment ressortie en préalable. Et d'ailleurs, ce travail sur la citoyenneté économique des SCOP, qu'est-ce que ça vous a appris sur les SCOP elles-mêmes et sur peut-être leur mode de fonctionnement ? Je ne sais pas si ça nous a beaucoup appris de choses, mais en tout cas, ça nous a permis de mettre en avant le fait que entreprendre en coopérative, mais j'ai envie de dire plus largement pour toute l'économie sociale et solidaire, c'est avant tout, je vais certainement sortir des choses un peu bateau, mais je pense que dans le contexte aujourd'hui, c'est quand même important de les redire, c'est que notre finalité, elle n'est pas financière et que le financier est un moyen et que, en particulier, peut-être chez les coopératives, on nous renvoie souvent à mais vous êtes les entreprises, les autres un peu moins. Et ce qui nous intéresse, nous, en tout cas, c'est comment on travaille, comment on partage la valeur, comment on décide ensemble. Et puis, il y avait d'autres points sur lesquels on était moins cranté, on va dire. Je ne sais pas si on peut se dire ce mot-là. Mais les questions de qualité de vie au travail, cette journée où on parle beaucoup salaire, je crois que c'est important de revenir dessus. Et puis sur les enjeux, en fait, qui ne sont pas uniquement ceux de l'entreprise, mais ceux que les entreprises peuvent apporter, en fait, en dehors, ce qu'on appelle la citoyenneté de l'entreprise. Et puis la citoyenneté de l'entreprise était tout aussi important que ce qui fait notre ADN. D'ailleurs, je vais me tourner vers Benoît Hamon, parce que justement, ces travaux vous ont conduit à régénérer le concept de citoyenneté économique et puis envisager ce que décrit Fatima, l'entreprise qui apporte à son territoire. Oui, d'abord bonjour, je suis très heureux d'être là. D'abord, je voudrais vous dire que moi je dirige une ONG qui s'appelle Singa, qui a adhéré à Exop depuis quelques mois, qui est une ONG internationale qui est dédiée à l'inclusion des personnes réfugiées, des nouveaux arrivants,
Je vais le dire parce que je pense que c'est le moment de le dire, parce que c'est le congrès d'Exopé, mais on a fait appel, nous, au service juridique d'Exopé, parce qu'on avait besoin d'avoir un conseil sur 2 accords sur lesquels nous travaillons et qui ont été passés, un passage à la semaine de 4 jours mais l'adoption d'un accord sur le congé menstruel. Et j'en profite pour le dire, je l'avais dit à David, mais aide efficace, diligente, donc bravo à la hotline juridique de Exopé, nous on l'a sollicité, ça a été très utile, donc voilà. C'est dit, comme nouvel adhérent d'Exopé, nous en tout cas on est très contents, je ne sais pas vous, mais nous oui. Voilà. Ouais, mais bon, j'en profite parce que c'est toujours des choses qui sont bien d'entendre quand on est adhérent d'une structure, de voir que d'autres, profitent des services qui sont créés. Donc voilà. Je ferme la parenthèse. Fatima a bien expliqué ce qu'était la citoyenneté économique. Et merci Fabien pour vos questions. En fait, on s'est posé la question, mais est-ce que plus une entreprise est démocratique, plus elle ferait du bien au territoire dans lequel elle est ? Est-ce qu'on est sur une intuition un peu sotte, un peu absurde, un peu naïve, ou est-ce qu'il y a quelque chose à creuser là, à une époque où on perçoit tous que notre démocratie est institutionnelle, politique, classique, est un petit peu fatiguée, que notre démocratie sociale fonctionne en claudiquant. Quand on pense à la manière de régénérer la démocratie, y a-t-il pas à les creuser ou chercher du côté des entreprises démocratiques ? Ça n'est évidemment pas que le modèle des SCOP, ça peut être les entreprises associatives, ça peut être les mutuelles, bref, toutes ces entreprises qui, d'une manière ou d'une autre, dans le champ de l'économie sociale et solidaire et dans le champ de celles qui s'intéressent à la délibération collective, veulent creuser cette idée de la démocratie dans l'ordre économique. Alors, on a régénérer un concept qui est celui de la citoyenneté économique, mais on n'a absolument rien inventé, puisqu'on a remonté le concept presque jusqu'à la Grèce antique, pour vous dire, donc ça remonte assez loin. Mais ce qui est certain, c'est que ce qu'on a observé dans le travail qu'a fait la CGSCOP, qui a quelque part un peu ouvert le capot, et on a essayé de regarder dedans si notre intuition était bonne ou pas, c'est qu'en regardant cela, on a constaté que l'intuition était bonne. Et que c'était sans doute un des points sur lesquels le champ de l'économie sociale en général, mais singulièrement celui des entreprises démocratiques, devait peut-être construire un plaidoyer pour dire non seulement on est une économie qui contribue à la création de richesses, à la création de liens, mais il est peut-être même fort probable qu'un salarié, qu'un sociétaire, qu'un collaborateur d'une entreprise démocratique soit quelqu'un de plus doué pour la démocratie parce qu'il la pratique au jour le jour et que ça ferait du bien les SCOP, ça ferait du bien les SIC, mais ça ferait du bien aussi les entreprises associatives à la démocratie en général. Alors on est au début de ce travail, mais c'est une piste en tout cas qu'il est encourageant de creuser. Est-ce que ça irait jusqu'à protéger contre du risque totalitaire sur les territoires ? Est-ce que... Il y a des gens qui votent Zemmour, même dans des associations, donc pour faire vite, on n'est pas totalement préservé, et il manquerait plus que ça. Puis il y a des associations qui fonctionnent mal. Ouais. Où il y a de la souffrance au travail, où le lien entre les frictions qui peuvent exister entre un pouvoir politique et bénévole et les salariés rendent la vie difficile pour les deux parties. Donc il n'y a pas du tout d'idéalisation de l'entrepreneuriat associatif. Ce qu'on constate dans les SCOP, c'est que les salariés des SCOP, quand ils sont associés à la décision, quand ils sont sociétaires, sont habitués à fabriquer du compromis. Et ce que l'on peut percevoir de ce qui dysfonctionne dans nos sociétés, c'est qu'il est très difficile de construire des débats hors la polémique. Qu'aujourd'hui, les positions visent à se neutraliser les unes les autres, à s'anéantir les unes les autres, et qu'il est compliqué de construire du compromis. Quand un salarié en SCOP est associé à la décision d'investissement, à la décision de modération ou d'augmentation des salaires, à la décision de diversification de son entreprise, on est dans une entreprise dans laquelle on appréhende la responsabilité par le fait qu'il faut construire des compromis. Et c'est assez intéressant, et sans doute cela nourrit-il, alimente-t-il les citoyens quand ils retrouvent la vie habituelle, celle de leurs associations, de leurs mairies, de leurs nations, et on croit, même si c'est pas encore mesuré, que plus une entreprise est démocratique, moins les votes à l'extérieur sont des votes extrémistes, et notamment des votes racistes. D'ailleurs, et je me tourne d'abord vers Fatima sur le sujet, est-ce que ces travaux ont révélé des éléments
qui pourrait déborder le monde Rescope et irriguer d'autres acteurs de l'ESS? Oui, on n'aurait pas la prétention d'être les seuls. Mais peut-être juste, je réagis par rapport à ce qu'a dit Benoît, c'est que on avait fait le baromètre avec Opinionway pour voir un peu, notamment les positions des salariés et des entreprises, de manière générale, et leur intérêt justement à faire évoluer leur modèle, à mettre au cœur de leur entreprise d'autres priorités que les aspects financiers. Alors non seulement de manière générale, les salariés et dirigeants, je ne parle pas de l'ESS ou des scopes en particulier, aujourd'hui ont vraiment ces aspérités autour des aspects écologiques, mais aussi l'implication des salariés dans l'entreprise. Donc ça, c'est complètement démontré. Et on avait fait une comparaison avec les salariés dans les scopes et les dirigeants de scopes, et notamment en termes d'engagement, et on avait une moyenne un peu plus importante avec des salariés et des dirigeants plus impliqués. C'était pas phénoménal, mais on avait des différences de 2 à 3 points, plus impliqués dans les syndicats, plus impliqués dans les associations, enfin plus impliqués dans leur territoire. Donc on voit en tout cas, même si on peut pas mesurer les votes aux extrêmes, ce qui est certain, c'est qu'ils sont déjà beaucoup plus impliqués, en général bénévolement, dans la vie de tous les jours. Et du coup, j'ai oublié la question. La question, c'était de savoir ce qui pouvait inspirer d'autres secteurs de l'économie ou dans les ressorts du fonctionnement quotidien de la SCOP, quotidien ou dans quels sont les ressorts qu'on peut transmettre aux autres acteurs. Oui, moi je le dis autant que je peux le dire, c'est qu'aujourd'hui il faut arrêter la démagogie en pensant que l'ESS a besoin d'apprendre de l'économie conventionnelle et que l'économie conventionnelle ferait bien de s'inspirer de l'économie sociale et solidaire. Franchement, ça nous ferait du bien, ça ferait du bien à la société. Alors évidemment qu'on peut transmettre des choses et c'est un peu... Vous allez peut-être revenir tout à l'heure sur l'ouvrage, mais c'était un peu ce qu'on a souhaité en tout cas, c'est que... Je pense que tout le monde le connaît, mais il faut qu'on le montre quand même. Tout le monde le connaît, oui. Il faudrait. On va regarder aux ventes si tout le monde le connaît, mais si vous ne le connaissez pas, il est toujours en vente. La citoyenneté économique peut-elle sauver l'avenir ? Voilà, sous la direction de Benoît. Non, c'est extrêmement intéressant de partir sur ce bouquin parce que l'idée, c'était justement de s'ouvrir et d'interroger en tout cas sur ce que le concept pouvait renvoyer. Et donc, on s'est adressé à des chercheurs, on s'est adressé à un syndicaliste, donc vous avez un philosophe, des gens de l'économie sociale, des gens qui sont plus impliqués sur les entreprises à mission. L'enjeu n'était pas de se fermer, mais de se dire, tiens, on va ouvrir la discussion. Et ce qui était intéressant, c'est quand on a proposé les contributions, il y avait l'effet Benoît, forcément, mais j'ose espérer qu'il y avait aussi l'effet Scope. L'un n'empêche pas l'autre, Fatima. N'empêche que tout le monde a dit oui du premier coup, et ça permet en tout cas de se dire, oui, il y a des points sur lesquels, effectivement, on peut très largement être inspirant. Et je pense que plus on s'ouvrira, même si parfois on aime avoir des débats entre nous, l'enjeu c'est effectivement de s'ouvrir. Moi je suis fière de la baseline que vous avez pris pour Exopé, parce que c'est évident que dans l'éducation populaire, vous êtes créateur de citoyenneté. On a envie d'aller un cran avec la dimension économique qui est souvent reléguée, c'est-à-dire qu'on nous trouve toujours très sympa, très mignon, etc. Et qu'on peut aller bien au-delà, notamment en étant inspirant et en montrant en tout cas, parlons clair, de résultats, d'effets qu'on peut avoir sans vouloir tout le temps... rester entre nous en pensant que il n'y a que nous qui pouvons comprendre qu'on sait faire et qu'on aimerait faire, parce qu'aujourd'hui on nous renvoie souvent notre petite taille. La réalité c'est que on commence à peser pas mal dans le PIB. La loi de 2014 a montré, nous a donné une visibilité comme pas deux. Il paraît qu'en 2024 cette loi va être révisée. Il faut absolument qu'on soit dans cette échéance pour montrer pour continuer à faire ce qu'on fait, parce qu'on est des gens de terrain, mais aussi à montrer qu'on peut aller beaucoup plus loin. Alors je note, moi, le simple observateur que je suis depuis ce matin, sur tous les sujets, cette capacité que vous avez, ou cette espèce de réflexe
enquêté, validé. Ça a été l'objet de vos travaux aussi, Benoît Hamon. Intuitivement, il y a des idées. Les valider scientifiquement. Alors c'est important pour se challenger aussi. Est-ce qu'il y a dans le fonctionnement même des structures par nature démocratique, est-ce qu'il n'y a pas aussi besoin de se questionner, de se solidifier dans ces structures, dans son fonctionnement? Je dis ça parce que ça va être l'objet des travaux ensuite en atelier pour garantir la conformité des structures dans leur vie aux objectifs initiaux, dans l'organisation politique démocratique des structures. Oui, sans doute, mais je trouve que ça manque pas. C'est pas ça dont le manque l'ESS et l'entrepreneuriat associatif. On ne va dire que ce soit un secteur qui s'interroge pas en permanence sur la manière dont il fonctionne, son éthique. Comment vous dire, j'ai l'impression d'avoir assisté à 20, 30, 50 débats et c'est vachement bien, hein, c'est bien d'être aussi, est-ce qu'on est toujours dans les clous, est-ce qu'on est toujours vraiment démocratique, non lucratif, tout ça c'est bien. Moi je pense qu'on est dans une période où il n'y aura pas de transition écologique si l'ESS n'est pas moteur ou une des locomotives de cela. Il faut arrêter de se raconter des histoires. La part du gâteau de l'économie, qui est celle de l'ESS, doit grandir. Bien sûr, il faut avoir l'objectif de convaincre les acteurs de l'économie classique de la validité d'un certain nombre de principes qui sont ceux de l'ESS, mais moi je pense que si planification écologique il y a, j'ai regardé les travaux de ESS France et je pense qu'ils disent vrai, ESS France a raison de dire, si planification écologique il y a, faut dire, planification c'est ça, hein, combien d'EHPAD non lucratifs, combien de crèches associatives, combien de SIC dédiés à la production d'énergie renouvelable, etc., etc. Quelle est la part des livraisons à domicile qui sont faites en mobilité propre, etc., et avec des entreprises de l'ESS à la clé. Donc, moi je pense que, mais c'est ma pente personnelle, que je crois que ce travail qui est fait assez régulier, mais c'est le propre notamment des coopératives qui pratiquent la révision coopérative depuis longtemps, mais cette introspection permanente, elle est utile, mais vient le moment où l'ESS doit mettre le pied dans la porte, prendre sa part, brutaliser un petit peu ses interlocuteurs, parce que sinon, disons-le clairement, que SS France ne soit pas au Conseil national de la refondation est une aberration. Vous voulez refonder quoi sans l'économie sociale et solidaire? Alors, pardon, hein, je le mets comme ça sur la table, mais donc il y a besoin aujourd'hui, je crois, d'un plaidoyer assez offensif. Donc je sens que c'est tout le monde a un peu envie d'aller sur ce terrain-là, mais il y a une ressource inépuisable d'innovation sociale dans le monde associatif. Prenez les entreprises d'Exopé, faites la somme ou l'inventaire, un manuel de toutes les innovations sociales qui ont pu émerger de vos propres entreprises. Y a-t-il un crédit impôt recherche qui finance l'innovation sociale? Non. On est encore dans une vision de l'innovation qui considère que l'innovation sociale, en dépit du fait qu'elle a une définition depuis la loi de 2014, n'est toujours pas soutenu de manière efficace. Alors moi j'ai pour rien vous cacher, là je passe beaucoup de temps en ce moment avec Madame Schiappa, parce qu'elle me demande de partir. Non, mais je accepte volontiers moi de ce dialogue-là, et je lui ai encore redit dans un entretien à Libération, je la reverrai tout à l'heure, et que c'est sur ce terrain-là qu'on a besoin de politique publique. Après, savoir si le ministère de l'ESS est à Bercy ou Matignon, ok, ça nous intéresse nous, mais si derrière, s'il n'y a pas de politique publique, s'il n'y a pas l'ESS dans la transition écologique, s'il n'y a pas de planification, tout ça, ça servira pas à grand-chose. Et moi, qu'il y ait une réévaluation de la loi, bravo, je crois même qu'elle était prévue par la loi elle-même, donc il n'y a pas de problème pour réévaluer la loi de ce point de vue-là, et qu'elle soit améliorée, bravo, mais c'est pas avec une loi qu'on fera une politique publique, en tout cas seulement une loi. Donc voilà. Donc j'en profite pour dire ça, mais j'ai
je ne crois pas qu'on ait un secteur de l'ESS et des composantes qui manquent de capacité à l'autocritique, à s'évaluer, à regarder si elles font bien. Ça, elles le font. Elles le regardent. Maintenant, voilà, projetons-nous, quoi. Alors, quel conseil aux acteurs pour porter la voix auprès du politique, pour la balle est dans leur camp aussi? Ils ont raison. Donc, c'est comme quand vous avez raison, il faut le dire quand même, non? Ouais. Non, mais je dis... Et y aller avec des éléments tangibles. Enfin, c'est ça, moi, ce que je vois depuis ce matin, c'est qu'on objective à un moment. C'est pas du déclaratif, c'est pas de la déclaration d'un... Non, mais en fait, vous savez, moi, j'observe ça et je trouve ça à la fois juste et en même temps un peu inhibant. C'est que dans l'ESS, on a toujours un petit peu une hésitation à y aller franco, parfois un peu brutalement, parce qu'on se dit, ouais, mais quand même, on a les coopératives agricoles, ils sont pas quand même très très clean, on a tel assaut, c'est pas non plus très très clean. Bon, ok, ça existe, et après tout, c'est pas ceux-là qui défendent l'ESS non plus, on s'en fout un peu, non? Je veux dire, c'est pas parce qu'ils sont là que ça doit nous empêcher de revendiquer que ce modèle est un modèle d'avenir, au sens où la non-lucrativité propose un modèle entrepreneurial qui correspond exactement à ce que les nouvelles générations disent et veulent, c'est-à-dire que créer un projet qui soit un projet économique, mais désintéressé de la possibilité de s'enrichir en bout de course avec ce projet-là. La délibération collective et la démocratie, c'est exactement ce pourquoi ils plaident aujourd'hui à un moment où ils ont l'impression qu'on leur laisse une société sans aucun espoir. Donc, quand il y a des niches d'espoir et que l'ESS peut incarner cela, à vous de trouver la bonne com. Moi, je ne sais pas ce qu'elle est. À vous de trouver les bons messages. Mais le bon modèle est là. Et si on est convaincu que c'est le bon modèle, il faut le dire. Il faut le dire. Il faut parler. Quand les autres sont sur la mauvaise voie, il faut aussi leur dire. Non, vous faites fausse route. Et vous faites fausse route, par exemple, quand vous ne faites pas un crédit impôt recherche sur l'innovation sociale. Vous faites fausse route quand il n'y a pas d'objectifs chiffrés sur la part de l'ESS dans la planification écologique. Vous faites fausse route, etc., etc. Et nous vous proposons de faire bonne route. Voilà. Alors l'obligation impérieuse de communiquer, elle renvoie aussi à ce qu'on s'est dit toute la matinée, le problème d'attractivité, de difficulté de recrutement dans les structures de l'ESS, alors que vous l'avez souligné, les valeurs, le mode de fonctionnement répond à une attente sociétale et plutôt conforme à l'attente des jeunes. Donc là, il y a un sujet de faire passer le message et de proposer une alternative. Oui, mais on paye mal. Et pourquoi ? On paye mal, mais c'est la vérité. C'est qu'en tout cas, peut-être pas tout le monde, mais... Non, mais ce qui a été dit ce matin, c'est que ça remplit pas... Et beaucoup de ceux qui viennent disent, OK, je mets 2 ans de ma vie parce que ça correspond à ce que j'ai dans le bide, mais arrive un moment, quand il commence à y avoir des projets personnels, faire un enfant pour les plus jeunes, continuer avec des salaires qui sont des salaires très bas en zone urbaine, type Paris ou Lyon, c'est très prohibitif. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, on est confronté, mais ça, c'est tout le mouvement associatif, à des problèmes de financement que vous connaissez aussi bien que moi, de la part des collectivités et de l'État dans des conditions qui sont celles que vous connaissez. C'est-à-dire que pour faire vite, c'est moins d'argent. L'obligation de diversifier ses revenus, de chercher des formes parfois, des recettes dans une partie d'activité commerciale qui vous font changer en partie la nature du projet associatif initial, la dépendance par rapport à des bailleurs privés ou des dons qui vous amènent à avoir une trésor qui... Parfois, quand on est à 3 mois de trésor, on est content. Moi, je vais participer demain à un débat sur Cash Investigation qui fait une émission spéciale sur entreprises, mécénat et associations, les liaisons dangereuses, qui va mettre l'accent sur la manière dont dysfonctionnent les associations. Mais la réalité aujourd'hui, c'est que une partie de ces dysfonctionnements sont le produit de réalités économiques où on est très dépendant d'un certain nombre de partenaires extérieurs. Et moi, j'en parle d'autant plus librement que sur les migrations, vous imaginez que ça se bouscule pas au portillon pour dire on va soutenir une association qui fait de l'inclusion des personnes réfugiées. Il y a des collectivités publiques qui se soustraient à leurs obligations. La région Aura de M. Vauquier, par exemple, en matière de développement économique, parce qu'on ne va pas soutenir des
incubateurs qui aident des entrepreneurs réfugiés. Le même qui fait des repas à 1100 €, quand il considère qu'un RSA à 600 € par personne, qu'un RSA mensuel à 600 €, c'est de l'assistanat. Je veux dire, il fait des repas à 2 RSA quand même. Non, le même. J'en profite, pardon de faire, monsieur Fabien Clerc, un tout petit peu de politique, mais bon, on se refait pas. Et quand on a affaire honnêtement à des choses aussi... On est entre nous, vous pouvez dire les choses. Voilà. De toute façon, même si on n'était pas entre nous, je l'aurais fait, mais bon. Mais voilà, donc ce que je veux dire, c'est que c'est compliqué et qu'il faut absolument qu'on trouve des solutions pour, en matière de conditions de travail, de rémunération des salariés, qui rendent les métiers... Ils sont attractifs. En fait, venir bosser chez nous, ça fait envie à tout le monde. Mais le salaire ne fait pas envie. Et en fait, il n'y a pas de problème sur le sens. Vous vous levez dans n'importe quel asso le lundi, vous savez pourquoi vous bossez. Mais quand effectivement le salaire ne suit pas, c'est là-dessus qu'on doit faire. Nous, on a fait les 4 jours, on a fait le congé menstruel, là maintenant, mais notre gros sujet, c'est comment on augmente les salaires. Et c'est là-dessus qu'on travaille aujourd'hui pour essayer de... et j'en profite pour dire aussi, l'accès aux fonds européens, pareil. Si on est obligé d'embaucher autant de gens pour gérer les fonds européens que ce qu'on génère comme apport. Bon, voilà, et qu'en plus on est obligé de faire l'avance des fonds. Bon bref. Ouais. Bon voilà, je vous ai tout. Mais de toute façon, vous connaissez ça par cœur. Je suis dans la même mouise que vous maintenant, donc c'est pour ça que j'en parle. C'est bien aussi, hein, ça change le regard. Hein, c'est ça. Ça, c'est un public acquis, hein. Bon, Fatima. Je veux bien compléter sur la question des salaires, parce qu'à la rentrée de SS France, la question a été posée où on a tendance à généraliser que voilà, c'est vraiment, on est tous mal payés. Moi, je voulais juste insister, puisque vous allez partir dans les ateliers, sur 2 points. C'est la question de la taille. Parce qu'on évoque souvent, en tout cas, notamment avec les questions de gouvernance, etc., le fait que dans nos grandes entreprises, rien ne change. Je pense que non, pas forcément. En tout cas, on a de beaux exemples à montrer. Et puis, je pense que vraiment, sur la question des salaires, Benoît, tu l'évoquais, effectivement, quand on a une grosse partie des financements qui arrivent de l'État et des collectivités territoriales, il y a quand même très fortement une lien de cause à effet. Et dans l'économie sociale, et je tiens à le souligner, parce que dans les coopératives, les salariés décident d'eux. Dans les SCOP, on rencontre exactement la même problématique sur certains secteurs, hein, celui de l'IAE. Bon, on n'a pas beaucoup d'entreprises dans l'IAE, mais elles ont exactement les mêmes problématiques. La formation professionnelle, c'est une catastrophe. Dans les autres secteurs où effectivement il y a moins de dépendance et les financements ne viennent pas ni de l'État ni de la région, ou beaucoup moins, on a pu travailler sur la qualité de l'emploi. Et je crois, à l'inverse, qu'on a de belles choses en tout cas à montrer. Et je pense qu'il faut insister sur le fait que ce lien de cause à effet, parce qu'il est souvent, je pense qu'on le sait tous, par contre, on généralise, on globalise, ce qui n'est pas une réalité pour toute l'économie sociale et solidaire. D'ailleurs, on a plutôt tendance à parler après des grandes banques, des grandes coopératives, en montrant leurs défauts. Concentrons-nous en fait sur nos savoir-faire et ce qu'on peut, en tout cas, renvoyer en termes de pratique, parce que la qualité de l'emploi est très liée aux pratiques, et quand on a un emploi qui est de moindre qualité, en général, c'est la question du salaire, en général, c'est la question de la taille qui fait que nos organisations ne sont pas suffisamment staffées, et ça, franchement, décomplexons, parce que c'est la réalité de toutes les petites entreprises. La parole à la salle, parce qu'on est... Oui, bien sûr, évidemment. Il y a un point positif, cela étant dit, que moi j'observe chez nous, Singa, c'est qu'il y a quand même 2 cultures de la philanthropie. Une culture anglo-saxonne et une culture française qui est encore, à mon avis, très balbutiante. Mais nous, dans nos interlocuteurs anglo-saxons qui nous financent, ils n'ont pas de problème à considérer qu'on peut mettre 25% à 30% sur des fonctions support. À financer de l'infrastructure. Quand aujourd'hui une partie des bailleurs qu'on peut avoir nous disent on veut de l'impact mais sans financer de fonction support. Et donc on leur dit même si je ne peux pas payer de salaire un minimum avec la subvention, c'est quand même compliqué de délivrer derrière de l'impact.
avec des entreprises qui sont persuadées mieux connaître ce que doit être l'impact dans votre domaine que vous, qui êtes quand même l'opérateur sur le terrain. Mais il y a encore cette culture un petit peu très patrimoniale, comme ça, paternaliste, pardon, dans une forme de mécénat et de philanthropie qui est en train d'évoluer, cela étant dit. Je ne sais pas si c'est au contact d'un certain nombre de philanthropes anglo-saxons, mais on voit que ça bouge, et ça c'est intéressant, parce que si on peut construire demain des alliances dans lesquelles à la fois les objectifs, tout ce qui est tout le reporting qu'il faut construire, mais aussi la manière dont on ventile les financements permettent de financer sur la durée des fonctions support, ce sera beaucoup plus simple pour nous tous, et notamment pour les associations qui ont besoin d'un peu de visibilité, et qu'elles n'ont pas quand on a aujourd'hui la quasi-impossibilité, sauf à un petit peu contourner les conventions, ce qui est toujours un peu pénible, mais de financer de la fonction support. Et c'est peut-être une des conditions de la croissance. On voit que la taille a un effet aussi structurant, de pérennité, voire d'attraction vis-à-vis de l'extérieur. Question dans cette phase initiale de lancement, avant que vous partiez en atelier. Question à Fatima Bellarèche et Benoît Hamon. On a encore quelques minutes. Tac, on y va. Je vous laisse vous présenter, bien sûr. Monsieur, là-haut. Ou sinon, vous y allez ou j'y vais. On est bien d'accord. Eh bien, merci à vous deux, Fatima et Benoît. Je suis François Moreau, donc directeur des CMA Occitanie. Merci à vous deux très sincèrement, parce que effectivement, ça nous permet ce matin, Claire Touré nous parlait de dégager des ambitions de ce congrès d'Exopé, et je pense qu'on en tient une. On pourrait dégager l'ambition d'irriguer la société en espace démocratique. C'est l'ambition de nos entreprises associatives, de nos coopératives, de nos mutuelles. Et effectivement, on n'est pas forcément aujourd'hui reconnu pour cela. Ça va avoir un effet bénéfique. Enfin, je vous pose la question, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que je vais dire? Est-ce que ça peut avoir effectivement un effet bénéfique pour nos organisations en termes d'attractivité? Moi, j'ai la chance de participer à une belle aventure, celle des CMA, où on passe des week-ends à débattre du projet politique. Ça nous prend effectivement du temps, mais c'est vrai que ça attire aujourd'hui. Il y a la question des rémunérations, bien sûr, mais aussi, ça nous donne effectivement une grande influence. Alors effectivement, il y a, quand on dit parfois notre projet associatif ou nos élus associatifs, ça crispe parfois du côté politique. Donc ça peut avoir aussi, il peut y avoir effectivement des résistances à tout ça. Mais comment on pourrait construire cette ambition-là, et est-ce que Exopé se donne l'ambition d'accompagner ses adhérents sur cette dimension? Je te laisse surtout compléter, mais juste un point sur le turnover, parce que je sais que c'est un des sujets, je pense que vous êtes tous confrontés au turnover. Simplement, aujourd'hui, on atteint des niveaux de turnover, enfin, je mets tout dedans, hein, des missions, des parts, etc., qui peuvent monter jusqu'à 30%. Plus l'organisation est importante et plus ce turnover, en particulier depuis la crise sanitaire. Je voulais juste que tout le monde l'ait dans le contexte, parce que j'ai pu remarquer dans nos coopératives un côté où on ne doit pas faire bien, en fait, on fait moins bien que les autres. C'est un phénomène, ça vient beaucoup des nouvelles générations, on a des périodes d'essai qui ne sont pas finies, enfin voilà, il y a un côté aujourd'hui où voilà, il y a plus important que le travail, donc ça peut choquer des générations plus anciennes, et je pense en tout cas que on a des choses à inventer. Moi, je fais vraiment confiance. Et là, pour Exopé, il y a vraiment un enjeu de réflexion à avoir sur comment on arrive à stabiliser, même si on part avec quelques difficultés par rapport aux rémunérations qu'on évoquait, parce que on a quand même la chance, surtout, d'avoir beaucoup de gens qui continuent à taper à la porte. Bon, ça n'a pas résolu pour l'instant le problème du turnover, parce qu'ils viennent et ils repartent, mais quand même, ce que j'entends voilà, on côtoie aussi les autres réseaux d'entreprises, c'est qu'ils toquent même plus à la porte. Je ne sais pas trop quoi dire, sinon que, pour rebondir sur ce que vous avez dit, Jaurès disait, c'était Jean Jaurès, donc le socialisme ne sera achevé que quand la République rentrera dans l'atelier. En gros, quand l'économie rentrera dans l'entreprise. La démocratie rentrera dans l'entreprise. Ou dans l'ordre économique. Et c'est intéressant d'ailleurs parce que Jean Auroux reprend dans les lois Auroux, pour ceux qui s'en souviennent, la notion de citoyenneté économique dans l'exposé des motifs. Donc on voit bien qu'il y a un fil là,
Et je crois que indiscutablement des organisations comme Exopé, mais plus généralement les grandes organisations de l'économie sociale et solidaire, ont une parole à porter qui doit largement rayonner au-delà de leurs membres sur le fait que ce qu'on fabrique à travers ces modèles entrepreneuriaux, c'est aussi une démocratie plus accomplie, plus achevée, et en faire un argument d'attractivité. Parce que, après tout, les questions de salaire, elles se posent aussi, pas seulement dans le secteur associatif, hein, et dans le SS, et il y a indiscutablement une valeur en termes de sens au travail, mais plus généralement de bénéfice de ce que vous faites pour la société, qui est sans doute encore sous-estimé. Parce que à la fois il y a des bénéfices parce que les entreprises de l'ESS créent du lien social, mais il y a aussi ce bénéfice peut-être un peu dissimulé encore, qui est celui de fabriquer des citoyens plus doués pour le compromis. Et je crois que il y a quelque chose vraiment à travailler là-dessus, peut-être des campagnes à faire, j'en sais rien, mais quand vous appeliez encore le CNEA, il y avait quand même autour de l'entreprise citoyenne un fil que vous aviez vous-même tiré, donc vous aviez pigé cela. Donc voilà, je crois qu'on touche à quelque chose qui est extrêmement concret et qui est de nature à parler notamment, et ça c'est la force de votre modèle, hein, c'est que aux nouvelles générations. Parce que rarement une génération n'est à ce point dans ce qu'elle déclare par rapport à ses envies de travail, ses envies de sens, aussi disponible pour l'ESS qu'aujourd'hui. On a vraiment là des nouvelles générations qui non seulement créeront des boîtes en ESS, mais ont envie de bosser dans ce secteur-là. Merci. On va pas trop durer parce qu'après Benoît doit s'en aller. Juste, je voulais... Bon, d'abord, je suis d'accord. C'est bien, c'est mieux. C'est un bon début. Non, mais je ne vais pas revenir sur ce qu'on a dit ce matin sur la question du salaire, la question du sens, d'arrêter de se cacher derrière le petit doigt, etc. Il y a d'autres choses à construire. En tout cas, juste se dire à Exopé, pourquoi on a voulu mettre ce débat aujourd'hui. D'abord parce que on l'a initié, Benoît, tu le rappelais, quand on écrit le manifeste il y a 4 ans, où on parle de la question de l'entreprise à but de citoyenneté, on pose une pierre, puis maintenant il faut qu'on continue à filer le truc, quoi. Et se dire aussi, ok, la question des salaires, il faudra qu'on se la pose. On peut pas ne pas se la poser. En plus, on est en train de payer juste un truc, c'est que ça fait 10 ans qu'on serre les salaires en disant on paye pas, les gars, faut faire attention. Je sais, hein, je suis négociateur, donc vous m'avez tous demandé, vous serrez les salaires, faut pas augmenter, ok, c'est fait. Sauf qu'aujourd'hui, on se retrouve dans une situation quand même qui est extrêmement complexe, on n'a pas d'amortisseur, toutes nos branches sont smicardisées, donc on paye aussi la manière dont nous avons géré la question de la rémunération des compétences pendant 10 ans au sein de nos branches, toutes comprises. Voilà, c'est ça qui fait qu'on paye mal. Il y a aussi, on en est pour partie responsable. Et évidemment, derrière, je n'occulte pas du tout la question des financements, des fonds publics qui manquent, etc. etc. C'est pas le sujet. Après, la question de la citoyenneté économique, il ne faut pas que ça ne soit que cosmétique, pour au moins 2 raisons. C'est-à-dire que, moi je suis d'accord avec ce que dit Fatima, il faut que les entreprises de l'économie traditionnelle viennent prendre des choses chez nous, mais encore faut-il que nous montrions exactement ce qui s'y passe, quoi. Parce que c'est Berger qui disait statut ne vaut pas vertu, il n'a pas tout à fait tort. Pour être vertueux, bon, essayons de l'être en réalité dans le cadre. Oh merde, j'ai oublié. Mais Berger l'a repris alors. Non, Berger l'a repris. Et il a je ne sais pas qui a repris qui, mais en tout cas Berger, à un moment, l'a cité plusieurs fois. Si c'est Borello, je m'excuse, je reprends. En tout cas, on a intérêt à un moment à être exemplaire aussi dans nos manières de pratiquer. Et effectivement, la question de la citoyenneté économique, c'est la question de la transformation de l'entreprise en entreprise apprenante et en entreprise comme étant un élément constructif d'une société qui va vers, enfin, de l'extérieur. Enfin, comme je suis citoyen dans l'entreprise, je suis citoyen à l'extérieur. La citoyenneté, ça ne se saucissonne pas, quoi. Et ça paraît aussi extrêmement important dans notre capacité à porter un message et à ce que comme tu le disais, Benoît, que quand on vote, on ne vote pas pour les extrêmes à minima, quoi. Et c'est aussi clairement, à notre sens, une des conditions de réussite du projet économique d'une boîte. D'ailleurs, c'est
comment on est mieux investi, parce qu'on va travailler sur la question de la gouvernance, mais comment aussi on travaille sur les questions de protection sociale en matière de santé ou de prévoyance, comment on facilite l'accès à la formation professionnelle, comment on articule mieux les questions de vie personnelle et vie professionnelle. La citoyenneté économique, il ne faudrait pas la résumer simplement à la question de participer à une gouvernance. C'est bien plus large que ça, et c'est ce à quoi on s'invite à travailler maintenant dans les ateliers. Je vous conseille ce bouquin, il est vachement bien. Aux éditions Équateur, il est extrêmement bien. Et moi, parmi tous les auteurs, qui sont tous très pertinents, il y en a une que j'aime beaucoup, c'est les travaux d'Isabelle Ferraras. C'est extrêmement intéressant, la manière dont elle a construit aussi sa manière d'imaginer comment, alors de mémoire, parce que j'ai lu ça il y a un peu longtemps, mais l'idée de dire qu'une entreprise n'appartient pas qu'aux actionnaires, mais elle appartient aussi aux salariés, et que quelque part la question de la surveillance, elle doit être portée un petit peu différemment, et pas simplement du côté des capitaux. On peut peut-être aussi à un moment s'en inspirer, surtout dans des associations où la propriété n'appartient à personne. La propriété, elle est à la personne morale. Donc on a quand même ce sujet fondamental à retravailler. Merci à vous deux d'être là, et vraiment c'est de cette manière-là qu'on envisage nous les choses du côté d'Exopé. Merci encore Benoît et Fatima. Merci.